Tom Bissell aurait dû être avec nous aujourd'hui pour des problèmes d'avion. Il n'est pas là, mais ses éditeurs sont là. Merci d'accueillir Jean Moutapa et Francis Geffard. Laura Spinet, vous êtes journaliste et vous collaborez à de nombreuses revues scientifiques. Vous avez également publié à de nombreuses reprises dans National Geographic, Nature, The Economist ou le Daily Telegraph. Vous nous proposez un ouvrage passionnant qui sortira à la rentrée, La Grande Tueuse ou comment la grippe espagnole a changé le monde. On a le sentiment que vous avez voulu nous titiller la mémoire et faire en sorte qu'on n'oublie pas qu'il y a 100 ans, finalement, cette grippe espagnole a fait des ravages. On a l'impression que ça vous tenait énormément à cœur. Oui, mais il faut parler tout près du micro. Je pense que pendant 80 des 100 derniers ans, on pensait que 20 millions de personnes sont mortes de la grippe espagnole. Et donc, ce n'est qu'en 1998 qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le vrai chiffre, c'est 50 millions, peut-être le double de ça. Donc, c'est peut-être le bon moment de réexaminer notre mémoire de cet événement, de donner un peu de perspective, parce que c'était de loin le plus grand catastrophe du XXe siècle. Raconter l'histoire de la grippe espagnole, c'est évidemment remonter jusqu'aux sources du virus, le suivre dans la géographie, et c'est un sacré voyage. J'ai envie de dire que vous avez fait et vous nous offrez un voyage à la fois dans le temps et dans l'espace. Oui, c'est ça. C'était vraiment global. Je pense qu'il y a très peu d'exceptions d'endroits qui n'ont pas été affectés. Par exemple, Sainte-Hélène, l'île dans le sud Atlantique, c'est une des rares exceptions parce que c'était très loin. Il y avait l'Australie qui a mis en place une quarantaine efficace, donc qui s'est épargnée du deuxième vague de la pandémie qui était le plus létale. Mais à part ça, c'était tout le monde qui a été affecté et dans une période très très courte. La majorité des morts ont eu lieu dans les 13 semaines entre le mi-septembre et le mi-décembre 1918. Donc c'était très très rapide. On a le sentiment qu'en Europe, on n'a pas pris la pleine mesure de cette grippe à cause de la guerre. Oui, c'est juste. C'est que l'Europe, c'était le seul continent où plus du monde est mort de la guerre que de la pandémie. Sur tous les autres continents, c'était l'inverse en fait. Donc je pense qu'en Europe, on se souvient mieux de la guerre, ce qui est logique, ce qui est raisonnable, mais quand même on a perdu pas mal de... Je pense que l'estimation pour l'Europe, c'est 2 300 000 à peu près 1000 de personnes qui sont mortes de la grippe espagnole, quand même. C'est beaucoup, mais c'est très peu par rapport aux 100 millions de morts causés par la grippe. C'est l'épidémie la plus mortelle du XXe siècle, on a tendance à l'oublier. On a tendance d'oublier parce que je pense que c'est une histoire qui est très difficile à raconter. Contrairement à la guerre, comme j'ai dit, c'est tout récent qu'on sait à peu près combien de personnes sont mortes, qu'on comprend le mécanisme de la grippe, d'une grippe aussi virulente, aussi sévère, qu'on comprend la nature de la maladie, parce que cette maladie-là n'avait vraiment rien à voir avec la grippe comme nous on la connaît, la grippe saisonnière. C'était beaucoup plus dangereuse. Et je pense que aussi avec l'implication des économistes, des sociologues, des psychologues, on a une compréhension beaucoup mieux des conséquences long terme de la pandémie. Le fait qu'il a affecté l'espèce humaine à travers le XXe siècle, jusqu'à maintenant presque. Alors vous parlez très bien des conséquences. Effectivement, moi j'étais très surpris de découvrir que cette épidémie a donné un nouvel élan à la religion, que c'est un peu elle qui est responsable de la mise en place des politiques de santé publique. Elle a même eu un impact sur les mouvements nationalistes. Ça, il faut expliquer. Vous pensez à quel mouvement nationaliste? Vous en parlez, je ne sais plus dans quel pays c'est. Mais en fait, ouais, oui, ok. Donc le problème en 1918, c'était que
On pensait que la grippe était une maladie bactérielle. En fait, c'est un virus qui cause la maladie. Donc déjà, la théorie des germes était assez récente, la théorie que Pasteur a inventée, si vous voulez. Donc, il y avait une mosaïque de croyances, de compréhension de cette maladie à travers le monde. Et il y avait pas mal de gens dans le monde qui croyaient que une pandémie, une épidémie était toujours un acte de Dieu. Donc, c'était une punition divine. Et je pense que c'est pour ça qu'après aussi, il faut se souvenir que les médecins et les scientifiques n'avaient rien, ils n'avaient pas d'armes contre cette maladie, ils n'avaient pas de médecine, il n'y avait pas de vaccin, pas d'antibiotiques, pas de drogue, de médicaments antiviraux. Donc, ils étaient impuissants. Et donc, après l'épidémie, beaucoup de gens ont tourné vers la religion pour comprendre, pour être soulagés, pour faire face à leur deuil. Et je pense que la pandémie aussi a illuminé les inégalités dans le monde. C'est-à-dire que, par exemple, dans les pays colonisés, il y avait un grand écart entre les taux de mortalité des indigènes et des puissances coloniaux. Et donc, on voyait ça, c'était évident. Et c'est pour ça que je pense que ça a contribué à beaucoup de tensions politiques, à des révolutions, à des mouvements nationalistes, comme vous avez dit. Ce qui frappe, c'est la violence du virus et sa rapidité de progression. Vous l'avez vaguement évoqué tout à l'heure. Moi, j'étais stupéfait qu'en quelques semaines, finalement, quelques mois à peine. Oui, et on n'avait pas de test de diagnostic parce qu'on pensait que c'était une maladie bactérielle, justement. Et donc, il y avait beaucoup de confusion, en fait. On confondait cette maladie avec, par exemple, la peste pulmonaire, avec le choléra, avec le typhus. C'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, qu'on a une échelle tellement large des estimations des morts. Du numéro de morts. Mais je pense que c'était pas une maladie, c'était pas la grippe, c'était autre chose. Et pour comprendre, il fallait voir comment la souche de grippe émergente a interagi en fait avec la condition du monde, le fait qu'on était en guerre. Il y avait beaucoup de monde qui étaient déplacés, les soldats, mais aussi les civils, et il y avait beaucoup de faim. Et tous ces facteurs ont formé un petit peu la pandémie et assuré que c'était tellement létal. J'ai le sentiment que votre livre nous dit aussi quelque chose sur le monde d'aujourd'hui, avec les nouvelles épidémies de grippe aviaire notamment. Est-ce qu'on peut comparer ces deux choses-là? Je pense qu'on peut faire une comparaison. Heureusement, une guerre comme la Première Guerre mondiale ne va pas, je pense, prendre lieu encore une fois par une guerre comme ça. D'autres guerres, évidemment. Mais la guerre a beaucoup contribué, en fait, à la virulence de cette maladie. Et je pense que sur ce niveau, on a un peu de chance que la prochaine pandémie, qui est inévitable, la pandémie de grippe, sera pas si grave. Ceci dit, nos moyens de transport sont beaucoup plus efficaces aujourd'hui, donc un virus respiratoire va traverser le monde beaucoup plus vite qu'en 1918. En plus, on est presque 4 fois plus nombreux qu'en 1918 et on a une population, au moins dans les pays industrialisés, qui vieillit. Et le système immunitaire des gens âgés est moins puissant que celui des jeunes. Donc ça va avoir un impact aussi. Votre livre est paru en Angleterre et aux États-Unis. Comment est-ce qu'il a été accueilli? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez remis cette grippe espagnole dans l'esprit des gens? Oui, je pense que ça aide que cette année, c'est le centenaire de la pandémie. On en parle beaucoup, mais aussi, je pense que, bon, c'est évident de le dire, mais le futur et le passé sont très liés. Et maintenant, on se rend compte qu'une nouvelle pandémie est inévitable. Donc, il faut étudier, comprendre ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre comment faire face dans la façon la plus efficace aux nouvelles menaces. Vous avez l'impression que la nouvelle menace, on ne la prend pas suffisamment au sérieux?
C'est sûr, on n'investit pas assez, on ne pense pas aux problèmes qu'on pourrait régler beaucoup en avance de la prochaine pandémie. Par exemple, le fait que les inégalités dans l'accès aux soins dans le monde vont former la pandémie autant qu'en 1918. Merci beaucoup Laura Spinet. La grande tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde.